Écopolitiste, nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir une femme, un grand médecin, professeur, chirurgienne, donc docteur Arzadi, qui nous a fait l'honneur de venir passer un peu de temps avec nous et nous parler de son parcours. Donc cette émission, elle sera diffusée sur l'ODJ TV et sur l'ODJ Radio. Et nous allons en profiter pour poser la première question au professeur Arzadi. Professeur Arzadi, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir. Vous êtes une femme emblématique de la médecine au Maroc. Vous êtes chirurgienne et vous êtes chirurgienne cancérologue du sein. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans votre formation, dans votre parcours, j'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu de votre jeunesse. De votre jeunesse et de vos études. D'abord, merci pour votre invitation à cette émission prestigieuse que j'apprécie beaucoup. Que dire de ma jeunesse? Jeunesse un petit peu régulière, normale, classique, calme, un peu de mon temps, où il y avait beaucoup de principes, l'éducation était importante. J'ai eu la chance, et je rends hommage à mes parents. C'est grâce à eux. Mon père était universitaire, chercheur, donc il y avait un seul mot d'ordre dans la famille, c'est le travail. C'est l'honnêteté intellectuelle, c'est la rigueur. Et donc des principes du genre, on était heureux, on était une petite famille, une fratrie, 2 frères, mais on était heureux, et on était heureux avec des petites choses très simples, des petits pique-niques, des petites, comme on les faisait si bien dans le temps à Fès et la région de Fès. Donc vraiment une enfance heureuse, mais disciplinée. Et la chose qui était le plus importante était le travail, réussir sa scolarité, avoir de bonnes notes, évoluer et choisir son chemin. Et choisir le chemin sur lequel on pouvait partir s'envoler, puisqu'on s'envole de son domicile familial. Il y a une chose quand même qui est importante et dont je suis fière, c'est que je suis la génération qui a fait son école, l'école marocaine. Et là, c'est une fierté de le dire. Évidemment qu'avec l'espoir qu'on ressuscite ce sentiment de fierté de l'école marocaine, je crois qu'il y a des efforts qui se font en ce moment pour qu'on redore le blason de l'école marocaine, parce qu'on est nombreux à avoir été sortis de cette école et d'avoir eu des parcours exemplaires. Mais il y a de très grands lycées dans le système marocain. À Fès, soit à Fès ou à Rabat, les gens connaissent les lycées emblématiques, connaissent Moulay Idriss, Moulay Youssef, etc. Tout à fait, c'est il y a des lycées de renom. Voilà, il y a des très grands lycées. Vous êtes très modeste. Vous êtes quelqu'un de très modeste parce que vous n'aimez pas vous mettre sur la ligne de mire et dire, moi je vais le dire, hein, vous avez eu le bac à 15 ans. Vous êtes une femme brillante. Vous avez une scolarité brillante et il faut être fier. Moi, pourquoi je le dis? C'est parce que quand j'invite une femme comme vous, je veux qu'elle suscite des vocations chez les jeunes filles, qu'elles croient en elles, parce que moi je suis profondément féministe, qu'elles croient en elles, même pour les jeunes hommes. Mais quand ils voient une femme comme vous, bac à 15 ans, qui a fait l'école marocaine, qui est devenue chirurgien, c'est-à-dire, c'est le nec le plus ultra de la médecine, hein, c'est chirurgie, c'est comme avançante au football, quoi. C'est quelqu'un qui fait la différence à un moment donné, qui sauve des vies. Et vous sauvez des vies, vous opérez des femmes, sauvez des vies.
vous êtes peut-être dans le fléau médical qui touche le plus de femmes et dont beaucoup de femmes meurent. Et vous êtes modeste. J'apprécie cela. C'est rare au Maroc de trouver quelqu'un autant brillant que modeste. C'est votre cas. Donc, après votre baccalauréat, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez parlé de modestie. Peut-être que je reviendrai au baccalauréat, mais c'est un métier où il faut être humble. Il faut vraiment être humble parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, on ne sait jamais comment on va s'en sortir. Et puis, il faut être humble devant la douleur des autres, devant la déchéance humaine. Je suis dans les cancers, c'est des moments très durs pour le patient et même pour moi-même, pour le médecin qui traite. Et puis, la chirurgie, on développe une certaine empathie. On a besoin de cette empathie pour pouvoir traiter, pour pouvoir comprendre l'autre, pour pouvoir acquérir sa confiance. Vous savez, quand quelqu'un vous donne son corps pour être opéré, c'est l'extrême confiance. Ça, il ne vous donne pas sa voiture ni son livre, il vous donne son corps. Et donc, avec ça, il faut vraiment être outillé, il faut faire le maximum et il faut vivre avec lui pour le sortir du tunnel où très souvent il s'engouffre, ces patients. Donc, ce trait de caractère, je pense qu'il est un peu inné, mais surtout, vous savez, la génétique, il y a l'épigénétique, on l'acquiert avec le temps d'être humble parce que les tuiles peuvent tomber sur nos têtes à n'importe quel moment et donc il faut savoir les gérer et correctement. Voilà. Voilà, c'est en fait l'humilité, ça va souvent de pair avec l'intelligence. C'est-à-dire plus on est intelligent, plus on est humble. Et là, vous voulez faire preuve d'humilité devant la difficulté de votre métier, un métier difficile. Vous réussissez pas tout le temps. Exigeant, c'est pas un métier où on réussit tout le temps. C'est un métier où il faut être en forme sur le plan physique et psychologique. Et puis c'est un métier où on doit se former tout le temps parce qu'il faut connaître les nouvelles techniques, il faut être à l'écoute des nouvelles technologies. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est, au début de cet entretien, c'est la construction de ce parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes professeur, agrégé, connu et reconnu. Moi, je veux connaître les différents jalons, pour moi et pour tous ceux, et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, parce que moi, ce que j'aime, c'est les parcours d'exemplarité, pour dire que c'est possible. C'est parce qu'on est au Maroc, un pays en voie de développement, un pays pauvre, un pays où il y a beaucoup de contraintes, mais on peut réussir dans son métier formidablement si on fait preuve de ténacité, de travail, de rigueur, etc. Et c'est pour ça que je veux connaître les différents jalons, les milestones, comment vous avez fait pour avancer dans ce parcours. Mais je crois que pour avancer, il faut d'abord avoir un rêve. Ça commence par un rêve. Et ça a commencé par un rêve chez moi. Déjà très, très, très petite. Et puis après, il faut s'outiller pour ce rêve. Et il faut la persévérance. Parce qu'aucun chemin n'est facile. Aucun métier n'est facile. Et aucune route n'est sans embûches. Donc il faut avoir une persévérance, il faut croire en ce qu'on veut, à ce qu'on fait, et puis savoir rebondir à chaque fois qu'on a cette difficulté. Le rêve a démarré très tôt chez moi. Je crois que les années 60, il y avait... Le médecin était l'ange, était vraiment l'image de la beauté, de la blancheur, de la force, de la gentillesse, de l'empathie. C'est un métier noble. C'est un métier noble, Bien de sûr, sauveur. Bien sûr. Et donc, je pense que j'ai croisé un médecin un peu petit de 4-5 ans, j'ai dû croiser un médecin de cette image qui m'avait marquée. Et je pense que c'est là où
où ça, le déclic s'est fait pour que je me voie un jour médecin avec ces qualités, avec cette bienveillance, avec cette empathie vis-à-vis du malade et surtout, comme vous l'avez dit, avec cette qualité de soins. Parce que bon, les choses vont très vite, on peut en reparler plus tard par rapport à la technologie. Vous savez que chaque 3 jours, il y a une innovation en santé, du moins juste en santé, chaque 3 jours. Donc, si vous voulez, pour être à jour, il faut vraiment être des workshops tout le temps, de la formation tout le temps, les congrès, lire, écouter, fouiner. Ça, c'est les bons médecins. Les bons médecins, ce sont ceux qui restent toujours à jour, qui passent beaucoup de temps à se former, et vous en faites partie, et vous avez une médecine qui évolue très vite, la technologie qui évolue très vite, etc. Et donc, il faut trouver du temps pour faire tout ça. Le temps, on le trouve toujours. Quand on sait s'organiser, on le trouve toujours. Franchement, je vois aujourd'hui, je mène 3 vies à la fois. C'est un problème d'organisation et de force de caractère, de persévérance et de qualité de rendu. Quand on se suffit du moyen ou même un peu moins que le moyen, évidemment que le temps paraît long, on peut tomber dans la routine, on peut tomber dans... Mais quand on veut toujours, on est toujours dans les challenges, des défis, croyez-moi, on peut faire beaucoup et on peut donner beaucoup. Et c'est comme la boule de neige, la satisfaction c'est comme une boule de neige. Ça va, plus vous donnez, plus vous faites, plus vous avancez, plus votre boule de neige devient plus grande. D'un côté. De l'autre, il faut savoir quand même se débarrasser des superflus. Bien sûr. C'est comme ça, il y a un temps mort chez chacun. Les temps morts, il faudrait savoir les consommer autrement ou alors les consommer dans sa vraie détente, dans un certain repos de l'âme, mais pas... Je pense qu'il y a l'équilibre familial aussi est nécessaire. Quand on fait des métiers comme ça, des métiers où on est autant exposé sur le plan physique et psychologique, on doit avoir un certain équilibre familial pour pouvoir être au top au niveau de votre métier. C'est comme un pilote Formule 1 ou un joueur de tennis à très haut niveau. Vous pouvez pas arriver énervé, fatigué, etc. dans votre métier, sinon vous n'allez pas être performant. Donc il y a aussi un équilibre familial à construire, etc. Une hygiène de vie à mettre en place pour réussir. C'est tout un cocon, c'est toute une ambiance qu'il faut avoir pour justement avoir l'esprit clair et libre. Là, je rends hommage à mon mari qui m'a toujours soutenue parce que pour accumuler ces diplômes, je me rappelle pour passer agrégé, parce qu'on est agrégé, ensuite professeur de l'enseignement supérieur. Pour passer l'agrégation, j'ai presque pas vu le ciel pendant 1 an. Pour dire que je ne suis pas sortie en dehors du travail et je rentre, c'est le travail. Parce que vous êtes perfectionniste aussi. Et puis... il fallait, non mais attention, parce que je concours avec des hommes et pas les moindres. Et je crois qu'une femme, on regarde un peu plus ce qu'elle fait, on est un peu plus exigeant. Mais vous avez été major. Il faut le dire, vous avez été major de l'agrégation. Vous savez, moi j'ai un respect pour le travail. Moi je suis un grand travailleur. Et donc j'ai un respect pour le travail, pour les gens qui travaillent. Donc quand je vois une femme qui s'est battue, qui est arrivée à être agrégée dans un milieu d'hommes, de mandarins, d'hommes, où on ne regarde pas facilement une femme qui arrive et qui fait sa place, qui est agrégée, qui est major de promotion, après qui est chirurgienne, après qui travaille des années dans le public. Mais il faut être fier. Il faut être fier de cette femme-là. Il faut qu'elle soit fière d'elle aussi. Les miens sont fiers de moi. Ouais, tout le monde doit être fier de vous, pas que les vôtres. Tout le monde. Moi, je suis fier de vous. Je vous découvre et je suis fier de vous. Donc c'est formidable. Et
je veux revenir un tout petit peu en arrière, avant la grecque. Je veux qu'on me parliez de vos études de médecine. Ça m'intéresse, vos études de médecine, comment ça s'est passé, où est-ce que vous avez fait médecine, etc. Alors, mes études de médecine, là aussi, je suis fière de le dire, j'ai fait ma médecine à Rabat. C'est la faculté, la première faculté marocaine. Donc, j'ai pu bénéficier des cours et du compagnonnage, parce que dans la médecine, c'est pas que les livres, les cours. Non, c'est le compagnonnage. Comment le comportement de votre maître, comment il se comporte devant l'urgence, devant le cas, devant. Il y a des choses qu'on n'écrit pas. Et ce compagnonnage insiste, parce qu'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on revienne à ces bases d'apprentissage du métier. J'étais toute fière d'avoir des grands maîtres comme mon maître, le professeur Tounsi, le professeur Mahouni, le professeur Benihia, Allah yarhamou, professeur Bilmahi et d'autres, professeur Sharqawi. Tous ces maîtres-là qui étaient fiers, eux, de former une femme chirurgienne, qui encourageaient, on le sentait, qui étaient très exigeants avec moi. Et je savais que j'étais dans un milieu masculin. Déjà, la chirurgie, c'est un mythe. Hein. Le bloc opératoire, c'est un mythe. C'est une bulle que ne connaissent pas beaucoup de monde. On n'y pénètre pas facilement. Seul le personnel. On ne peut pas visiter un bloc opératoire comme on visite un jardin ou j'en sais rien. Donc, il y a tout un mythe autour, il y a un langage particulier, il y a des codes particuliers. Un rituel. Il y a un rituel, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de pénibles, il y a des moments où il y a de la colère. Donc, et c'est encore une fois des codes. Des codes. C'est pour ça que je disais, les chirurgiens, côté communication, bon, on n'est pas... Parce que très souvent, ça va très vite. Et il faut prendre la décision très vite. Vous savez que des fois, à la seconde près, si vous décidez à droite et que c'est à gauche, eh ben, vous avez une vie entre les mains et ça peut donner des choses qu'on ne souhaite pas. Et c'est à n'importe quel moment, jour et nuit. Et les urgences, très souvent, n'arrivent que le soir, enfin beaucoup le soir. Donc, il faut être vraiment d'une certaine force mentale et physique, évidemment, mais surtout mentale pour pouvoir absorber toutes ces difficultés. Parce que vous avez à gérer, vous allez être responsable de toute une équipe autour de vous, une moyenne de 10 personnes autour de vous, au bloc opératoire. Vous êtes responsable, donc vous devez avoir les yeux derrière, à droite, à gauche, et ce que vous faites. Vous êtes le leader. Le leader, mais il faut savoir fédérer. Ouais. Il faut savoir tenir avec une main. Souvent, on m'a titré une main de fer avec un gant de velours. Parce que bon, c'est des gens aussi qui sont sous pression. Il faut leur rendre hommage. C'est des gens qui, des fois, la surprise d'une opération, d'un cas. Donc, il faut que tout de suite, tout le monde rebondisse, réagisse, ajuste les aiguilles. Tout ça, c'est très très vite des fois. C'est très très vite. Alors en plus, dans une matière qui s'appelle le cancer, on peut revenir dans nos discussions par rapport à ce fléau qui explose en ce moment. C'est très complexe. C'est encore beaucoup plus complexe. Parce que ce n'est pas une histoire, vous allez aller ouvrir, vous allez retirer. Ça prend partout, ça s'accroche à des choses, à des éléments vitaux. Donc, si vous voulez, c'est pas toujours facile. Et il y a des moments de stress énormes, hein, vraiment, où toute l'équipe est stressée. Évidemment, le leader de l'opération doit absorber ce stress et ne doit pas le répercuter sur l'équipe. C'est pour dire que c'est un très beau métier, très très beau, qui donne des joies énormes. Quand vous avez le sourire de quelqu'un que vous avez sauvé, ça n'a pas de prix. Bien sûr. Ça n'a pas de prix, vraiment.
Ça vous fait oublier tous les efforts, tout le stress, efforts. tout Vous ce que vous avez... savez, j'étais pendant très longtemps, pendant 25 années, à l'hôpital avec les gardes. Alors, quand vous avez un accidenté heurté par un train et que le lendemain vous le trouvez avec un sourire, mais je peux vous dire qu'on a des larmes de joie d'exception. Aucune chose ne peut vous donner une joie pareille, parce que avoir sauvé cette vie, avoir sauvé des vies, c'est quand même des milliers de personnes que j'ai eu à opérer. C'est formidable. Mais aussi, il faut garder la tête haute, froide, parce que vous avez toute l'équipe à côté. Et parce que vous avez en face ce patient qui lit dans vos yeux, qui lit dans le clignement des cils. Il comprend, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, surtout avec les cancers. Est-ce que vous avez gagné la bataille ou pas? Est-ce que... Vous savez, c'est des questions auxquelles on est confronté au quotidien. Mais... Il y a la qualité de la formation, il y a le caractère et l'expérience. Il y a la gestion du stress, il y a la gestion de l'équipe, il y a les équipements. C'est beaucoup de choses. Il y a la qualité de l'environnement, la qualité de bloc opératoire. Tout ça, ça entre en jeu. Effectivement, on a droit à quoi? À de la douleur, à la vie, la mort, le sang, les pénibilités des autres, la peur, l'angoisse du patient. Et il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Maintenant, j'ai appris avec le temps. Bon, il y avait des années où évidemment, tout ça était bouscule. Mais là, j'ai appris avec les années de mettre la musique douce, d'apaiser le patient, d'apaiser l'équipe, d'être dans une ambiance un petit peu feutrée, si on ose dire. Parce que vous savez que dans les blocs, on n'a même pas de fenêtre. On ne voit rien. Il n'y a que le... Le plus important, je pense, pour un chirurgien, c'est de mettre la distance par rapport à ses propres émotions. Exact. C'est comment gérer l'affectif. Parce que vous êtes un humain. Donc, si vous arrivez à mettre de la distance par rapport à vos émotions, à garder, comme vous avez dit, la tête froide, à savoir gérer les émotions, à ce moment-là, c'est là où on reconnaît les gens qui sont capables de rester calmes dans les périodes de stress extrême. Il y a des gens, par exemple, des militaires ou des chirurgiens ou des grands sportifs. Des pilotes, ils savent garder leur calme, même dans des périodes de stress extrême. Et c'est là où on reconnaît la difficulté de votre métier. J'aimerais vous poser une question par rapport, un peu plus actuelle, par rapport à la qualité de la formation de la médecine au Maroc, par rapport à la période où vous avez été formé, et maintenant. Comment vous voyez l'évolution de la formation de la médecine au Maroc? Alors, vous savez, je dis toujours, la santé, c'est l'affaire de tous, et la médecine, c'est l'affaire des professionnels de santé. C'est important, parce que des fois, les gens vont aller prescrire, va prendre un tel antibiotique, va prendre le petit comprimé de Doliprane, peut être nocif. Enfin, je ne devrais pas citer de nom, mais c'est dire qu'on est tous responsables de la santé des autres. On peut revenir sur tout ce qui est prévention, mais la médecine, c'est l'apanage des professionnels de santé. Alors, évidemment que la santé est soumise à énormément de défis. Et il y a beaucoup de déterminants. On peut habiter dans un taudis ou dans un endroit humide. Ben, vous savez, on sait que la tuberculose sévit dans certaines zones de promiscuité. Donc, si vous voulez, déjà, où on vit, qu'est-ce qu'on mange, où on travaille, déjà peut engendrer des maladies. Ça, c'est l'environnement. L'environnement. D'où la question de la prévention. Donc, des déterminants de la santé. Donc, si vous voulez, le médecin, le professionnel de santé, médecin, infirmier, tous les staffs, subissent ce qui arrive. Et c'est pour ça que très souvent, les médecins ont le nez dans le guidon, ils sont là en train de traiter, mais ils ne lèvent pas la tête pour voir d'où ça vient.
Aujourd'hui, tous les secteurs, c'est intersectoriel. Tout se répercute sur la santé. Tout mais comment vous affecte le corps de l'humain. Mais vous qui êtes vous êtes une professionnelle de la santé, vous êtes professeur. Ce que je voudrais savoir, en fait, la question, c'est comment vous évaluez la formation des médecins au Maroc? J'arrivais avec, je brosse ce tableau global par rapport à comment on plombe, parce que c'est important, comment on peut plomber les systèmes de santé, parce que ces déterminants ne sont pas pris, il n'y a pas beaucoup d'intersectorialité. Pour comprendre. Vous savez, un trottoir mal fait, on peut se casser un cotyle chez un 90 ans, c'est 3 mois d'hospitalisation et c'est quel coût. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis, pour arriver à la formation, je vais y arriver. Puis après, cette santé, elle est soumise, la médecine, elle est soumise à des défis. À des défis pour atterrir sur la formation. Il y a les défis démographiques. On a toujours entendu dire le Maroc est un pays de jeunes, mais attention, on est en train de vieillir, on est en train de prendre de l'âge. Donc, plus on prendra de l'âge, et l'âge est un facteur de maladie. Bien sûr. C'est un facteur de maladie, c'est un facteur de certaines maladies chroniques, comme on le sait, le diabète, l'hypertension, le cancer. Je voudrais bien y revenir. Mais l'âge, la démographie, donc on n'est pas toujours dans le traitement de petites choses, excusez le terme de petites choses, non, mais tout ce qui est infectieux, on peut le traiter par un petit antibiotique, et voilà, et on a tout arrangé. Là, aujourd'hui, on a droit à des maladies graves, coûteuses, chroniques, qui ont besoin de formation, et on va arriver à la formation, à la technologie, à un coût, et c'est long. Donc, il y a une transformation, il y a une transition démographique vers la vieillesse et une transition des maladies. On traitait des maladies dont le coût ne revenait pas énormément cher, et aujourd'hui, on a des maladies dont le coût est énormément coûteux et en plus demande une technologie très de pointe. Plus toute cette transition technologique. Donc aujourd'hui, vous utilisez telle machine, demain elle est caduque, il faut une autre machine. Donc tout ça fait que cette médecine va très vite, cette médecine a une technologie qui explose aujourd'hui, on a dit une invention chaque 3 jours, et une médecine qui coûte. Venons à la formation, votre question, venons-en à la formation. La formation doit suivre. Moi, j'ai été formée les années fin 70, les années 70 pour ne pas préciser trop les chiffres. On était au lit du malade, on apprenait avec nos mains, il y avait beaucoup le contact main, on réfléchissait. Aujourd'hui, c'est des appareils qui font tout. Et on va aller encore à beaucoup plus que ça, puisque les robots sont là, à notre porte. Ils sont dans d'autres pays, ils arrivent. Il y a la nanotechnologie, il y a le ciseau génétique qui va nous réduire toutes les maladies là, de l'enfant, du nouveau-né. Les robots vont faire le travail de beaucoup de... Déjà, on parle du radiologue, de l'anapathe, dont le travail sera fait par machine. L'intelligence artificielle, elle est en train de prendre un pas sur... Même si, moi, personnellement, je pense qu'on est loin d'avoir l'empathie dont on a besoin pour traiter un malade. Donc, cette formation doit changer. Il y a une jeunesse qui arrive, qui est avide de cette technologie, qui voit ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, ça rejoint un facteur important qui est cet exode des médecins. Des médecins, du personnel de santé. Des infirmiers.
En fait, pour la plupart, c'est à cause justement de cette technologie. Ils sont attirés par cette façon de travailler je ne sais pas si c'est que la technologie. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est un des facteurs. Je pense qu'il y a la gouvernance. Il y a un des facteurs. Il y a la gouvernance. La gouvernance, vous savez, quand vous avez aujourd'hui les statistiques disent qu'il y a 700 médecins qui quittent le Maroc par an. En fait, c'est plus que ça. Pourquoi? Pourquoi les statistiques disent qu'il y a 700 médecins? Parce qu'il y a seulement la moitié des personnes qui s'installent à l'étranger qui sont répertoriées dans les consulats. Tous les gens qui s'installent à l'étranger, ils ne s'inscrivent pas tous dans les consulats marocains. Donc, aujourd'hui, c'est les statistiques des consulats marocains. On dit tel médecin s'est inscrit, donc il y a 700 qui partent. Non, on parle du double. Aujourd'hui, on a plus de 1000 médecins qui partent. Il y a une fuite. Il y a une fuite. Il y a aussi la fuite des infirmiers. Aujourd'hui, les écoles, même les écoles privées d'infirmières, vous avez des promotions, même des écoles privées. Elles vont au Canada, elles vont en Australie, elles vont en France, elles vont en Allemagne, elles vont partout. Donc là, c'est toute la réflexion. Pourquoi je vous posais la question? Je vais affiner ma question. Je vais vous dire pourquoi je vous posais la question par rapport à ça. C'est parce que moi, je suis économiste de formation. Je regarde un petit peu les mouvements qui se passent. Et je vois qu'aujourd'hui, qu'on a un système au Maroc qui est dual. Vous avez une formation publique et une formation privée. C'est-à-dire vous avez des universités privées de médecine et vous avez des universités publiques de médecine. Et je regardais un petit peu ça. J'ai suivi un petit peu ça, et ce qui m'a choqué, moi, en tant qu'économiste, c'est qu'on va aller vers une médecine à deux vitesses, formation à deux vitesses, formation du public, une formation du privé, et chacune pêche d'un certain côté, par un certain côté. La privée, elle pêche par le côté pratique, etc., et la publique, elle pêche par le manque de moyens. Et on n'a pas réfléchi à la manière dont on pouvait faire coexister ces deux systèmes de formation. Et on est en train de fabriquer une médecine censitaire où si vous n'êtes pas riche, si vous ne pouvez pas payer 120 000, 150 000 dirhams de frais de scolarité par an dans les universités médicales privées, vous ne pouvez pas y accéder. Et on n'a pas fait un système de bourse, il existe mais très réduit. On aurait dû faire un système où l'université privée, sur deux personnes, il y a un boursier et un qui paye. Et celui qui paye, il paye aussi pour le boursier. Et on n'a pas eu cette réflexion d'ensemble au niveau des ministres de la Santé. Et moi, c'est pour ça que je vous interrogeais sur ça. Parce que moi, avant de vous recevoir, j'ai un peu regardé ce qui se passe dans la formation dans l'ensemble des pays développés. J'ai un peu regardé. Parce que je suis quelqu'un qui travaille. Donc j'ai un peu regardé avant de vous recevoir. Et je suis encore plus choqué par le système de formation des médecins au Maroc. Et je voulais votre avis, parce que vous en savez plus que moi. Moi, je suis qu'économiste, vous êtes du métier. Donc, je voulais votre regard par rapport à ça, cette dualité de formation. Je voulais juste compléter l'idée que, par rapport à la formation, juste pour dire un mot, il est clair que sur le plan pédagogique, il va falloir une réforme pédagogique. C'est clair. Voilà. J'ai parlé de ces technologies, de ces défis, tout ça. Donc, on ne peut plus former nos médecins avec les mêmes outils par lesquels on a été formé des générations auparavant. Donc ça, sur le plan pédagogique. Vous savez que toute phase de transition est une phase ni noire ni blanche, elle est grise. Bien sûr. Et toute phase de transition, on cherche l'équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase de transition, un peu sur beaucoup de sujets, mais sur ce sujet particulièrement. Et je pense que rapidement, ce que vous dites là, il y a beaucoup de gens qui le remarquent, qui le voient, qui le vivent. Très rapidement, je pense que ce partenariat public-privé, qui est prôné sur beaucoup de secteurs, pas que le secteur de la santé, mais dans le secteur de la santé, il est primordial. Que ça soit par rapport aux soins, donc la finalité des professionnels de santé, que ça soit en amont par rapport à leur formation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de la formation, il y a les formateurs, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup des formateurs. Avant de parler du produit, c'est-à-dire les formés, mais les formateurs sont en manque. C'est peut-être aussi une des origines de tous ces problèmes. Il y a eu une débâcle alors soit ceux qui sont partis à la retraite, soit ceux qui sont sortis au privé,
Et puis on s'est retrouvé avec un manque de formateurs. Donc là aussi, il y a une réflexion à faire à ce niveau pour pouvoir recapter ces formateurs et pour pouvoir, les générations qui arrivent, avoir cette formation solide, ancrée. Il y a un manque de formateurs et il y a un manque de médecins. Puisqu'on sait qu'il y a un gap de médecins. C'est-à-dire qu'au Maroc, si on regarde par rapport aux statistiques de l'OMS, etc. On est au quart. Voilà, on est au quart à peu près, grosso modo. On est loin. Au quart. On est loin. On est au quart. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ouverture de plusieurs CHU qui vont pouvoir former des gens de la région et que bon, l'espoir et puis la vision stratégique, c'est que ces gens formés dans leur région vont pouvoir s'installer dans leur région et soigner les gens de leur région. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de très positif dans cette histoire. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une phase transitionnelle. Et donc, il y a des difficultés. Et quand vous parlez de CHU, on a l'impression que c'est le public, le secteur public, qui tient le lead au Maroc en termes médicaux, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit une avancée de la privatisation de la santé. On le voit. On voit des groupes privés qui sont cotés en bourse, on voit des partenariats entre des pays étrangers et le Maroc, et certains veulent investir et créer 50 cliniques au Maroc. On voit la filialisation de la CNSS qui a décidé de filialiser, de créer une filiale qui va gérer l'ensemble de ces cliniques, et demain, c'est la porte ouverte à la privatisation. Moi, je m'intéresse à la réflexion d'ensemble du secteur médical au Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dit, c'est une période de transition, on a la couverture médicale universelle qui a été promue par Sa Majesté, qui est une très belle idée. Par contre, l'implémentation de cette idée sur le terrain est à revoir. Elle est à revoir en termes de ressources humaines, on ne les a pas, on n'a pas les médecins, on n'a pas les infirmiers. Elle est à revoir sur le plan financier, c'est un système aujourd'hui qui est très fragile sur le plan financier. Et en fait, une très belle idée, eh ben, on peut finalement la rater parce qu'on n'a pas réfléchi de façon sereine aux fondamentaux de cette idée et sur lesquels repose cette idée. Et là, c'est votre rôle, les médecins, les grands médecins, c'est-à-dire vous êtes les mandarins aujourd'hui, les grands médecins comme vous, professeurs agrégés, etc. C'est à eux de porter la vision. C'est à vous de prendre le leadership et dire voilà, c'est une très belle idée, Sa Majesté a une excellente idée. Maintenant, pour qu'elle marche, voilà les fondamentaux. Et vous avez travaillé sur ça, je m'excuse, je vous interromps, vous avez travaillé sur ça quand vous avez été nommé par Sa Majesté dans la commission de réflexion du nouveau modèle de développement. J'ai regardé un peu ce que vous avez fait, et vous avez dit que ça reposait sur 4 piliers. Et j'ai un peu regardé ces piliers. Et j'ai vu également leur fragilité. La fragilité en termes de ressources humaines, en termes de formation, la fragilité en termes de secteur industriel pharmaceutique, la fragilité en termes de réflexion stratégique à 20 ans, 30 ans. Tout est à faire au niveau du secteur de la santé, tout. Tout est à faire. Il y a des choses qui se font. Alors, on va voir le verre à moitié plein. À moitié plein. Il y a des choses qui se font. Ouais, c'est indéniable. Hein. Il y a 30 ans, on n'avait pas autant de machines, on n'avait pas autant de... Il y a beaucoup de... Maintenant, il est clair, je reviendrai aux 4 piliers, il est clair que pour une santé forte, sachant que la santé est un pilier fondamental du développement. C'est clair. Entre la santé et l'éducation, c'est les 2 piliers sur lesquels... Et la justice. Et la justice. C'est les 3. Et la justice. C'est oui, une table tient sur 3 pieds. Donc, pour que la santé puisse faire le gap et se développer, on a besoin des 2 systèmes, privé et public. Privé et public. Il faut qu'il y ait cette compétitivité, émulsion entre les 2 systèmes. Et aujourd'hui, on voit que pratiquement plus si ma mémoire est bonne, plus de 80% des assurés vont au système privé, que plus de 60% des technologies sont au système privé. Alors,
pour que si le public se relève, il faut une volonté, c'est clair, il faut une vision, c'est sûr, et il faut que tout le monde s'y mette. Et je pense que, on revient à ce qui a été recommandé au niveau du nouveau modèle de développement. Vous avez parlé des 4 piliers. La santé, il y a des outils. Moi, je les appelle les outils parce qu'ils sont valables pour tous les secteurs, que vous soyez dans l'industrie, l'agriculture, le tourisme, tout ce que vous voulez. C'est les mêmes outils pratiquement. C'est la gouvernance. Ça, c'est transversal. C'est transversal, c'est partout, c'est intersectoriel, c'est tout ce que vous voulez. La gouvernance, donc le budget, évidemment. On a commencé à parler du coût, la technologie, donc c'est un coût. Donc le budget, on ne peut pas s'arrêter à un budget aujourd'hui, puis le fixer et revoir dans 10 ans. Est-ce qu'on va le... C'est un budget qui est en croissance exponentielle, en fonction de ces maladies, ces défis, cette démographie et ce vieillissement, et en fonction de la technologie qui a ce coût. Donc ça, c'est des éléments obligatoires. La digitalisation, pour moi, c'est un outil qui va nous permettre d'éviter ce va-et-vient de quelqu'un qui vient de 300 km pour son rendez-vous. Il arrive, ah non, tu n'as pas le rendez-vous, reviens la semaine prochaine. Là, on va essayer d'assainir et d'avoir plus de transparence. Le fait déjà qu'il fasse 300 km, c'est-à-dire que le système est mal pensé, parce qu'il devait avoir un dispensaire à côté de chez lui. Déjà, les déserts médicaux, ça c'est un autre débat qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'au Maroc, il y a encore des déserts médicaux, il y a encore des endroits où on ne peut pas se soigner. On doit faire, comme vous avez dit, 300 km, 500 km. Maintenant, il y a les niveaux. Il y a les niveaux primaires, secondaires et tertiaires. Je parlais toujours de ce tertiaire, le CHU, pour des maladies complexes et complexifiées. Donc, si vous voulez, les outils, la gouvernance, le budget, la régionalisation, la digitalisation, ça c'est valable pour tout le monde. Ce qui est spécifique à la santé, ce qui est vraiment spécifique, peut-être les ressources humaines sont aussi valables pour d'autres secteurs, mais là, par rapport à la santé, c'est la formation. Et là, on disait, il va falloir faire une refonte de cette formation sur le plan pédagogique. On voit maintenant le travail à distance, on voit des choses comme ça, on voit les robots, donc il va falloir se mettre dans le moule et se projeter dans les 20-30 ans à venir pour ces jeunes, si on veut les capter, si on veut les garder dans notre pays. Deuxième chose, ça ne s'arrête pas à former quelqu'un et ça y est, c'est fini. Il y a la formation continue. Dans d'autres pays, elle est obligatoire. On revient c'est comme pour un pointage, on revient, oui, j'ai fait 5 modules ces 2 dernières années, et donc c'est pointé, on sait que la personne a travaillé ou c'est normé. À l'étranger, c'est normé. Au Maroc, c'est lié à la personne. Certains veulent se former et d'autres... Oui, mais tout ça, on arrive à ce 4e pilier qui sera la haute autorité de la santé, qui va un petit peu réguler tout ça. Il va falloir faire des recommandations, qu'on traite la même chose. C'est ça l'équité, qu'on traite la même chose un peu partout. Est-ce que le nouveau modèle de développement, qui est une très belle idée sur le papier, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux là, quand on regarde qu'aujourd'hui, il est très peu appliqué, ce nouveau modèle de développement, par les gouvernements qui sont au pouvoir? On a fait un nouveau modèle de développement, vous avez fait un travail colossal. C'est pas une baguette magique. Non, j'ai pas dit ça. Elle va se faire sur... Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, vous avez fait un travail colossal. Ce travail a été agréé par le souverain, la plus haute autorité du pays. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce nouveau modèle de développement, même par rapport à la santé, il n'est pas mis en musique? Qu'est-ce qui empêche de mettre en musique cela? Alors, alors, il ne faut pas qu'on soit... J'ai insisté sur ensemble, on le construit. Bien sûr. Ensemble. Bien sûr. Ce n'est pas une question de gouvernement seul ou de parti seul. Non, c'est tout le monde. C'est les 35 millions de Marocains. C'est un pays, c'est une nation. Bien sûr. Qui veut aller dans un sens et qui va y arriver. Inch'Allah. Maintenant, on est en train de... Les choses se mettent en place. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Non, mais moi, je n'ai pas dit ça. Beaucoup de choses. Non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai un regard extérieur critique. Moi, je ne suis pas médecin. Moi, je suis économiste. Donc, moi, j'ai un regard extérieur critique. J'ai regardé les 4 piliers. Je dis, OK, très bien, tout ça, c'est très joli.
Maintenant, on fait comment pour mettre ça en place? Avec quels moyens? Avec quels hommes? Avec quelle vision? Surtout que 2/3 des médecins en formation veulent quitter le pays. 2/3, statistique officielle. 2/3 des médecins en formation, leur but, c'est, une fois diplômés, de partir. Comment on va faire marcher ça? Comment on va réformer la santé si on n'a pas les hommes, si on n'a pas les médecins? C'est un truc de base. Comment rester attractif par rapport à ces jeunes médecins formés? Comment les rendre épanouis? Comment faire en sorte qu'ils restent au sein de leur pays, qu'ils ne quittent pas? C'est compliqué, c'est des choses très compliquées. C'est complexe et c'est multifactoriel. Bien sûr. Il y a même des gens qui vont partir, pas toujours pour des raisons financières, donc il y a multiples raisons. Les 4 piliers, encore une fois, basés sur les ressources humaines, comme tous les secteurs, les ressources humaines, leur formation, j'insiste beaucoup sur cette formation avec une nouvelle pédagogie, de nouveaux outils, les former pour le futur médecin, le futur hôpital, pour les futures maladies, parce qu'il y a des futures pathologies qui vont arriver, qui sont insoupçonnables aujourd'hui avec ces changements climatiques et tout ça. Là, c'est insoupçonnable ce qui va arriver. Mais qui aurait pensé que le Covid existerait? Le Covid, lui, il est venu, il a donné un coup de fouet à tout ça, il a mis à nu, et il a quelque chose de positif, puisque aujourd'hui, la santé est devenue une priorité. Ça a permis la prise de conscience. Chez Covid, chez tout le monde. Chez tout le monde. La formation continue parce qu'on ne peut pas s'arrêter, les choses vont très vite. Les formateurs, j'ai dit qu'il y a un problème de formateurs parce que tout ce que vous dites, il y a derrière un formateur. On avait commencé l'émission en insistant sur ce terme compagnonnage. Oui. Compagnonnage. Donc, quel est ce compagnon dans cette formation, dans qui vous fait? Moi, je me rappelle très bien, mon patron, j'étais tellement en adoration, j'essayais même de mimiser les gestes qu'il fait. Pas que le savoir, mais de faire, tellement on était dans le compagnonnage, c'est-à-dire qu'on avait envie d'être cet exemple-là, ce patron-là, on espérait être un jour comme lui. Donc, les ressources humaines, mais il y a quelque chose, vous avez parlé des 4 piliers. Le deuxième pilier qui est très important et qui est relativement facile, relativement peu coûteux, et qui doit avoir une politique pérenne, continue, parce qu'on le fait aujourd'hui un petit peu de manière sporadique. C'est cette prévention. C'est cette prévention qui doit être sur tous les milieux, tous les âges, depuis fœtus, bébé, enfant, adulte, au travail, et le troisième âge dont on ne parle pas beaucoup, et qui sont le plus grand tribut de maladies. Donc cette prévention-là, si on fait une politique de prévention correcte et pérenne et agile, parce que les maladies changent, on va gagner 40% des budgets, des dépenses, 40% des maladies. Et donc, on va soulager ce système de santé. Même ces médecins et ces professionnels de santé, ces infirmiers, quand ils sont noyés, allez les voir dans les urgences. C'est juste inhumain de les voir noyés avec 100 personnes autour, 100 urgences à la fois autour. Que peut faire un médecin urgentiste de garde dans des conditions comme ça? Donc, déjà, si on lève... C'est sûr que la prévention, d'ailleurs, justement, j'allais vous parler de ça parce que le temps file et je voulais vous parler de votre association Cœur de Femmes. Et j'ai regardé un petit peu les statistiques en Europe par rapport à la prévention. Et j'ai vu, par exemple, en France, l'âge moyen où une femme allait consulter un médecin pour son sein, c'était très âgé. C'était 58 ans. J'ai été surpris. J'ai dit, comment ça se fait? Alors là, pour toutes les jeunes femmes qui nous regardent, je veux qu'on parle également de votre association Cœur de Femmes. On doit commencer la prévention du cancer du sein à quel âge? Quand est-ce qu'on doit... À quel âge on doit... Si on doit parler du cancer du sein, on ne va pas s'en sortir. Non, mais on va parler rapidement. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un comme vous et ne pas lui poser cette question. Non.
Deux mots, deux Ouais. mots. Cette association, pourquoi elle est arrivée il y a déjà 22 ans. 22 ans. C'est parce que justement, on a remarqué, personnellement j'ai remarqué que les femmes arrivaient à des stades très avancés. Alors pourquoi ailleurs c'est des toutes petites tumeurs qu'on arrive à guérir et chez nous c'est des volumineuses tumeurs qui sont budgétivores et qu'on n'arrive pas à traiter et c'est l'embarras chez tout le monde et c'est vraiment la stupeur pour tout le monde. Et c'est comme ça que l'idée d'aller voir, de se rapprocher des femmes dans les zones les plus enclavées du pays a été mise en place, et donc la naissance de Cœur de Femme en 2001. Et c'était pour sensibiliser les femmes. Attention, votre sein, c'est un organe d'abord extérieur, donc c'est facile pour le dépistage. Deuxièmement, c'est quand même plus de 30% des cancers féminins. On ne parle pas de 1%, on parle de plus de 35%. Donc c'est énorme. Si on ne se met pas à mettre la prévention à ce niveau, on va puiser tous les budgets que l'on a. Et donc, cette sensibilisation, information et puis traitement sur place s'est mis en place pendant toute cette période. Alors, à votre question, le tournant de la quarantaine pour une femme est important. Moi, je l'appelle le tournant pour ne pas dire 40, pour ne pas dire 45, mais le tournant de 40 est important. Il y a des femmes qui sont à haut risque, celles qui ont des membres dans leur famille, ça c'est à surveiller de plus près, peut-être même à partir de 30-35 ans. Et puis la femme à partir de la quarantaine doit absolument comprendre ce qui se passe dans son corps, et dépister. Elle doit se palper elle-même, elle doit... L'autopalpation peut la sauver dans 70% des cas. Et puis, évidemment, sous la prescription de médecins spécialistes, la mammographie est faite chaque 2-3 ans en fonction des types de seins. À partir de 40 ans. De 40 ans, on commence à avoir les choses de près. Surtout que j'ai lu que 80% des cancers se déclenchaient à partir de 50 ans. Quand ils se déclenchent, c'est un petit peu un peu tard. Moi, je dis qu'il faut qu'on les trouve avant aucun signe. Ouais, c'est-à-dire de l'ordre du millimétrique. Oui, mais tout le monde n'est pas au fait de la terminologie médicale, du ganglion sentinelle, etc. Ça, c'est les médecins qui parlent comme ça. Ça, c'est les thérapeutiques. Mais alors, comment est-ce qu'on peut dire à une jeune femme, voilà ce qu'elle doit faire avant d'aller consulter? Juste connaître son corps à partir de 40 ans. Si elle a des facteurs de risque, être beaucoup plus héréditaire, d'obésité, de prise d'hormones anarchiques, des seins qui ont des petites choses, même bénignes, mais il faut être vigilant. À partir de 40 ans, une consultation une fois par an, on fait son check-up une fois par an, son check-up chez le spécialiste. L'autopalpation, je dis chaque 2 mois à peu près, et une mammographie qui est prescrite par le médecin. C'est lui qui saura gérer. La mammographie, c'est tous les 2 ans? Alors, c'est en fonction du type de sein. C'est important. Okay. Ça peut être chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans. Okay. Ça dépend de la qualité du sein. Très bien. Voilà, c'est un petit peu la philosophie globalement par rapport à ce cancer qui explose la femme étant le noyau de la famille, le noyau de la société, c'est elle qui... sa santé est importante et cette prévention chez elle est très rentable, très rentable. Alors, en fait, vous avez une vie tellement pleine, que même 1 heure d'émission serait insuffisante. Et comme je veux parler de beaucoup de choses, et je pense qu'on a déjà évoqué beaucoup de sujets, j'aimerais que vous nous parliez de vos activités africaines et également du forum que vous avez organisé au Maroc et que vous comptez organiser chaque année. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, écoutez, la maladie n'a pas de frontières, n'a pas de visage, n'a pas de couleur. Donc, à partir de l'expérience de Cœur de Femme, dans les zones les plus enclavées du pays, on s'est dit, c'est un mal qui ronge la femme, la fibre féminine
On n'a pas beaucoup parlé de ce côté chez moi, mais bon, la fibre féminine m'a poussée, et des circonstances de rencontres m'ont poussée à aller voir les femmes et à aller sensibiliser, informer les femmes dans d'autres contrées. Et c'est comme ça que déjà en 2003, le premier voyage, un soir, les vols pour l'Afrique se font toujours la nuit, ils sont fatigants, ils sont épuisants. Bon, le Mali, avec un ami ministre dans le temps qui a tout qui a tout organisé pour que l'on puisse voir plus de 2000 femmes et puis opérer dans des conditions formidable. Dans des conditions. Alors depuis, ça s'est lancé, et la femme. Ça, c'est dans le cadre de votre association. Dans le cadre de l'association, dans le cadre de cette philosophie, de ce mouvement de partage, de sensibilisation et de soins pour les femmes. Pour les femmes. Magnifique. Une femme ne doit pas souffrir. Une femme est essentielle dans son foyer, dans la société. Donc tout ce qu'on peut faire pour qu'elle ne tombe pas malade ou quand elle est malade, qu'elle soit bien soignée. Et donc on a été, personnellement j'ai été amenée à faire plus d'une quinzaine de pays, même des chefs d'État qui nous ont demandé de mettre une stratégie de lutte contre le cancer du sein chez eux. C'est formidable. Avec les gens sur place, c'est des moments de joie, de bonheur et d'apport. On apporte quelque chose pour cette population féminine qui des fois ne savait même pas de quoi il s'agissait. C'est une boule dans un sein, bon, c'est soit non reconnu, soit ignoré, soit on ne veut pas savoir ce qui se passe et on laisse évoluer. Alors que bon, quand on est plus informé, le traitement peut être plus efficace. Sur combien de pays vous avez? Une quinzaine de pays, même étendus au Soudan, au Bangladesh, un peu partout, le Mali, bravo. La Gambie. Ça m'a valu, et j'en suis toute honorée d'être nommée consul honoraire. C'est une reconnaissance diplomatique. Une reconnaissance par rapport à toute cette diplomatie humanitaire, diplomatie sanitaire. En faisant ça, vous vendez aussi le Maroc. C'est-à-dire que évidemment, c'est mon pays. Oui, c'est-à-dire que la diplomatie n'est pas le fait que des diplomates. C'est-à-dire que vendre son pays, porter haut les couleurs de son pays, tout le monde peut le faire. Vous le faites très bien dans votre métier. Et vous l'avez fait d'abord grâce à votre association en intervenant dans une quinzaine de pays africains et même non africains. Et j'aimerais que vous parliez du forum. Je pense que vous avez fait un travail titanesque, et je pense que ce travail n'a pas été assez médiatisé, on n'en a pas assez parlé, il n'y a pas eu assez de relais dans la presse, etc., du forum que vous avez organisé, et j'aimerais que vous nous en parliez. Alors c'est ce cumul de vies successives qui se cumulent, chacune vient empâter le pas à l'autre, de chirurgien, de social, de humanitaire, et puis là c'est cette vision du global health. Et c'est le Covid un petit peu qui a déclenché tout ça, parce que bon, on a vu un petit peu avec le Covid la nécessité de refonte des systèmes de santé dans chaque pays, le nôtre. Et n'oublions pas toutes les avancées, toutes les grandes avancées qui ont été faites grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le CHU de Rabat qui se construit, le CHU de Tanger, l'usine de vaccins à Ben Slimane, la mise en place de l'AMO avec toutes les difficultés, mais qui vont qui vont se solutionner au fur et à mesure. Je reste optimiste. Tout ça fait que le Maroc aspire à devenir un hub de santé. Et on a vu avec le Covid, on a vu que les enjeux de la santé
les enjeux énormes de la santé. On a vu, au moment où les frontières se fermaient, on a vu des pays, vraiment, des pays qu'on pensait des géants et qu'on a vu s'écrouler, l'Italie, la France, on a vu comment le Maroc a géré avec beaucoup de sagesse et de protection de la population marocaine. Et tout ça a emmené... Mais ça, c'est pas que le secteur médical. Dans beaucoup de secteurs, je parle de la santé. Donc voilà. C'est-à-dire que je veux dire, dans ce que je voulais dire, c'est que le Covid a été bien géré, mais ce n'est pas que grâce aux efforts du ministère de la Santé. On avait de gros efforts du ministère de l'Intérieur, il faut le reconnaître. C'est main dans la main qu'on peut avancer. Ouais, parce que le ministère de l'Intérieur, très souvent, on lui jette la pierre au Maroc, mais il a fait des très gros efforts pour le Covid. Sans lui, rien n'aurait marché. C'était énorme de mettre en place cette discipline. C'était juste magnifique. Bien sûr. Et c'est un grand hommage à tous ceux qui ont contribué et à la population qui a été disciplinée. Et grâce au système d'information qui avait été mis en place par l'homme qui avait dirigé le nouveau modèle de développement. C'est Chakib Moussa qui avait fait ça, quand il était ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Et donc, cette aspiration à devenir un hub, il y a du travail derrière, et il y a du travail encore qui nous attend. Et on a vu les enjeux, les pays qui se bousculent pour être des leaderships en santé, la Russie, la Chine. C'est clair. Beaucoup de pays parce que ce leadership en santé donnait un certain pouvoir. Ça fait partie du soft power. Et oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la diplomatie de la santé s'installe un peu partout. Parce que un diplomate doit être un peu médecin et un médecin doit être un peu diplomate. Vous savez, les négociations pour les vaccins, déjà pour décider l'arrêt des frontières, enfin la fermeture des frontières, tout ça c'est de la diplomatie sanitaire, la négociation des médicaments. Tout ça a fait que la santé est devenue au devant de la scène. Et puis il y a les enjeux économiques énormes. La santé, les lobbies pharmaceutiques, c'est les plus forts au monde. C'est des mannes financières énormes. Avec l'armement. Énormes. Vous avez l'armement et la santé. L'armement vient en deuxième, la santé en premier. Oui, parce que vous savez pourquoi ? Parce que le lobbying de l'armement, il est souvent occulte dans les chiffres. Oui, le pharmaceutique, il est plus visible. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une course. Il y a une concurrence pour le médicament, une concurrence pour le vaccin, une concurrence pour les professionnels de santé. On parlait de l'exode. Eh bien, il y a une concurrence. À chaque pays, comment il va attirer le maximum. Aujourd'hui, il y a un besoin mondial, de médecins. Donc, voilà, il faut une diplomatie pour qu'on recueille, pour qu'on fasse revenir nos médecins, nos chercheurs. Et c'est la mondialisation, toutes les professions mondialisées, les ingénieurs, les médecins, les pilotes de ligne, etc. Tout à fait. Et la mondialisation des maladies. Là, aujourd'hui, et j'en arrive à ce forum, parce que la mondialisation des maladies, il va falloir réfléchir la gouvernance de cette santé mondiale de manière un peu plus homogène, un peu plus solidaire. Et il faut que chaque pays, mon pays, défende la santé de ses citoyens. Il y a des produits qui peuvent être nocifs pour nos citoyens. Il y a des maladies qui peuvent arriver. Il y a ces virus qui circulent. Donc tout ça exige une certaine, ce qu'on appelle communément diplomatie sanitaire, et on le fait très bien, et on le fera encore beaucoup plus, parce que ça va s'imposer beaucoup plus dorénavant. Et ce forum était une très belle plateforme où on a, avec des très hautes sommités, des très hauts responsables, que ce soit le commissaire de l'Union africaine, que ce soit le patron du médicament à l'Union africaine, un nombre important de ministres ou de ex-ministres de la Santé, le patron de l'OMS qui nous a fait l'ouverture, avec l'appui je lui rends hommage, notre ministre de la Santé, qui était là pour appuyer et soutenir le forum. C'était pas une démarche publique, ce forum, c'est une démarche privée. C'est pas public, c'est pas privé, c'est un Qui forum. Qui a porté ce forum ?
avec un comité scientifique, on l'a porté, on a fabriqué l'architecture du programme, et avec l'Académie du Royaume qui nous a soutenus, qui nous a Formidable. mis la logistique qu'il faut pour accueillir ce forum qui était très bien réfléchi. Très très bien. Il y avait un panel sur tout ce qui est géopolitique de la santé pour comprendre pourquoi l'Afrique reste en retard. Parce que la santé a toujours été le parent pauvre. Toujours été le parent pauvre. Et je pense que ce Covid déclenche beaucoup d'événements, de déclics chez tout le monde pour que ça aille de l'avant. Ce forum a été intitulé « Équité », parce qu'il nous faut de l'équité, « Genre », parce que la femme était au milieu de la femme problématique. Est toujours au cœur. Au cœur de tout, de la société, de la santé. La femme est au cœur du système. Et souveraineté sanitaire, parce que le monde cherche cette souveraineté sanitaire, et notre pays va dans cette direction de souveraineté sanitaire, de souveraineté médicamenteuse. Évidemment que dans ce forum, la femme, vous le dites, et cette pathologie qui plombe les systèmes de santé, qui est le cancer, était beaucoup dans nos discussions, jusqu'à envoyer un appel, un SOS, comme on a construit ONU-SIDA, parce qu'à un moment, le sida faisait fureur dans les pays qu'on avait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un appel à cette maladie, un espèce d'ONU cancer, pour qu'il y ait une équité. Parce que malheureusement, étant coûteuse, cette maladie, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas beaucoup d'équité. Celui qui a moins de moyens a moins de chances d'en guérir, et c'est quelque chose qui est très pénible à voir et à vivre. Quand est-ce que vous allez organiser le prochain forum ? Inch'Allah, si Dieu le veut, ça sera dans une année, ça sera autour de fin mai. C'est une date sacrée pour moi. Le 30. Et donc voilà. Le 30 mai. Le 30 mai, j'espère qu'on pourra continuer. Il y a un collectif qui s'est formé de personnes responsables de la santé et qui réfléchissent sans aucun enjeu, sans aucune démagogie, mais pour faire évoluer les systèmes de santé en Afrique, parce que c'est comme ça que l'Afrique évoluera au rang des grandes nations. L'émission s'achève. On aurait aimé rester encore plus longtemps avec le professeur Arzadi, qui est une femme formidable, une femme de cœur, une femme de talent, un exemple pour les jeunes femmes, pour les jeunes médecins. Puis on la soutient et on compte la soutenir, Inch'Allah, lors de son prochain forum. Professeur Arzadi, merci d'être venu. Je vous remercie d'avoir trouvé le temps, dans un agenda très chargé, de venir à Rabat, la ville de votre jeunesse où vous avez étudié, qui est content de vous recevoir. Et je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous entreprendrez, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci.